Bonsoir, bienvenue à toutes à cette nouvelle émission de Pépitor. Comme d'habitude, on commence par notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur ce média, sur cette chaîne et en particulier dans cette émission. Voilà, on se retrouve après notre petit générique. Nous nous retrouvons pour cette nouvelle émission de Pépitor avec Guillaume Rouvier de Hibou. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Bonjour Denis, ça va très bien, merci beaucoup. Donc, deuxième apparition de Guillaume sur la chaîne de Pépitor. On vous rappelle qu'on retrouve Guillaume Rouvier pour le séminaire de Barcelone 17, 18, 19 novembre. Donc, on partagera ensemble les repas, etc. Et Guillaume nous fera une masterclass le 18 novembre. Tu sais déjà de quoi tu vas parler ou pas encore, Guillaume? Pas du tout, j'y ai pas réfléchi, il faudra que nous en parlions, D'accord. qui vous rend le plus service. D'accord, donc on va essayer de faire quelque chose d'intéressant pour un peu tout le monde. On va parler un peu du marché, un peu les évolutions qu'on peut espérer ou pas du marché, et puis voir les meilleures actions disponibles dans un marché comme le marché est actuellement. Donc le marché, je mets un peu l'état des lieux, tu me dis si tu es d'accord Guillaume, hein. Le marché, il est dans un gros range depuis le mois d'avril jusqu'à maintenant. Apparemment, rien ne le fait frémir. On a eu le conflit entre Israël et Hamas et apparemment les marchés n'ont pas bougé. La hausse des taux, les marchés ne bougent pas. On annonce qu'on va arrêter la hausse des taux, les marchés ne bougent pas. On annonce un NFP supérieur aux attentes, les marchés ne bougent pas. Donc ma question c'est, est-ce qu'on n'a pas actuellement des marchés qui sont complètement décorrélés de la vie macroéconomique et de la vie géopolitique? La vie géopolitique, ça dépend de la géopolitique, je crois. Parce que quand il y a eu l'Ukraine, la guerre de l'Ukraine, les marchés ont réagi. Parce qu'il y a eu des conséquences sur les intrants de l'économie, des intrants importants qui étaient l'énergie, l'agriculture, etc. Mais quand le marché est très très rationnel, hein, absolument pas très rationnel, et donc le conflit actuellement en Israël n'a pas de conséquences immédiates
sur l'économie, donc il ne réagit pas. Mhm. On Donc, n'a pas je peur pense- d'un embrasement du Moyen-Orient avec une hausse du pétrole, etc. Donc pour l'instant, le marché attend de voir un peu ce qui va se passer alors. Oui, il pourrait y avoir une conséquence, c'est vrai, avec le pétrole iranien, Mhm. parce que ce qui tient le cours du pétrole pas trop haut, c'est la revenu sur le marché de quantité importante de pétrole iranien. Et c'est vrai que s'il devait y avoir un conflit, une extension du conflit jusqu'à l'Iran, à ce moment-là, ce serait un problème pour le pétrole, oui, ça c'est vrai. À ce moment-là, je pense que le marché réagirait. Mais bon, le pétrole est plus aussi important que ça l'était autrefois Ah d'accord. Mhm. pour l'économie. Ça joue, bien sûr, mais euh, le gaz s'est révélé être très important dans la guerre. Enfin, pour l'Europe, le gaz s'est Mhm. révélé être très important. Voilà. Mais donc voilà, je pense que s'il y avait un événement géopolitique majeur, le marché réagirait. D'accord. Et au niveau macroéconomique, le fait que cela ne bouge pas trop, on monte les taux, on monte les taux, et on n'arrive pas à voir encore le résultat de cette montée des taux avec sur l'inflation et sur les emplois US. Et en fait, good news is bad news, on bouge pas trop. Donc, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Moi, je pense que le marché anticipe que l'inflation va baisser. D'accord, S'il n'anticipait pas ça, il baisserait. Je pense que le marché anticipe, et on pense à la même chose chez Hibou, que l'inflation va baisser. d'accord, Et que donc la période actuelle de hausse des taux est temporaire, en particulier des taux longs. Parce que ce qui était très intéressant, si tu veux, c'est que les taux longs en Europe n'ont pas monté, enfin, très très peu. Tu vois, le taux long allemand, il doit être à 3. mhm, Le français, je ne sais pas combien il est, mais il doit être à 3,60. Donc ça veut dire, si tu veux, que en fait, ça c'est des taux normalisés qu'on a connus dans le passé. En fait, on est dans le cadre de la normalisation de la politique qui est absolument nécessaire. On ne peut pas vraiment parler, c'est pas, il n'y a pas de flambée des taux longs. On est comme dans ce qu'on a toujours connu et ce qui est rationnel. Si tu attends une inflation à 2%, bah, tu mets les taux à 10 ans avec une prime de 1 point à 1,5 points, mhm, traditionnellement, donc entre 3 et 3,5, donc on y est. Donc ça veut dire que le marché, il price le retour à l'inflation à 2. d'accord, Alors c'est différent aux États-Unis, puisque aux États-Unis, les taux longs, hein, les taux à 10 ans sont montés à 4,80. Ça, c'était très mauvais. Alors, ça, il pouvait y avoir deux hypothèses, c'est-à-dire soit le marché pensait que l'inflation ne redescendrait pas, soit c'est un mouvement de marché et peut-être que le fait que la Réserve fédérale je ne sais pas quelle était son action, mais peut-être qu'ils ont vendu des obligations eux aussi et que ça a contribué à ce phénomène. C'est-à-dire, je suis pas sûr que, je ne sais pas où ils en sont dans l'allègement de leur bilan, mais c'est sûr que s'ils mènent une très très forte hausse des taux courts avec un allègement de leur bilan concomitant, eh ben, ils génèrent une hausse des taux courts et des taux longs simultanés. Et ça, c'est pas très, enfin, c'est dangereux, quoi. d'accord. Bon, ceci dit, le marché résiste très bien à ça parce que je pense qu'il anticipe, comme en Europe, un retour à l'inflation entre 2 et 3%, quoi. D'accord. Tu penses que, enfin, ça fait un peu de la Avec la futurologie, sortie, hein. tu penses qu'une inflation à 2% sera possible ou on rentre dans une stagflation vers les 3-4%? Un retour aux 2%? Oui, oui, moi je pense que l'économie moderne est fondamentalement désinflationniste. Alors euh, c'est vrai que ce qui avait beaucoup pesé dans la désinflation, c'était l'émergence de la Chine sur le marché mondial. À partir, Xi Jinping arrive au pouvoir en 1978, et donc c'est très important hein, parce que
À la fin des années 70, on a Xi Jinping qui arrive au pouvoir, Jean-Paul II au Vatican, et Ronald Reagan est aux États-Unis, et Thatcher en Angleterre. Donc on a un vaste mouvement de libéralisation qui est favorable à la productivité en Europe. On a le Vatican qui contribue à financer Solidarnosc, etc., ce qui va aboutir au démembrement du communisme en Europe. Et c'est donc ça va ouvrir un marché en même temps qu'une zone de production pour toute l'industrie allemande, qui va lui permettre d'avoir des coûts plus bas. Et puis Xi Jinping ouvre le marché chinois qui devient, comme tu le sais, comme tout le monde le sait, le grand producteur mondial. Et donc si tu veux, ça c'est des éléments de désinflation très forts. Parce que quand tu produis une télévision ou un téléphone en Chine, c'était des proportions de 5 fois, 6 fois moins cher, 10 fois moins cher. Même si tu as peu de produits au départ, ça impacte beaucoup le taux d'inflation. Donc on a pu avoir de la croissance sans inflation à cause de ces éléments politiques. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce phénomène est partiellement terminé parce que la Chine n'a plus cet impact. Au contraire, on commence à avoir un peu d'inflation. Enfin, voilà, la Chine n'est plus un élément déflationniste parce qu'elle a déjà rempli son rôle. Et comme il n'y a pas de désinflation en Chine, elle ne joue plus ça. Alors c'est vrai que les chaînes de valeur ont tendance à s'installer dans d'autres pays que la Chine. On voit le développement de la Thaïlande, bien sûr, du Vietnam. Voilà, donc tout ça. Mais je pense que l'élément qui va être très important, c'est la numérisation de l'économie. C'est-à-dire que c'est sûr que Internet a amené beaucoup. L'Internet et le cloud ont amené de la productivité. Au moment où la Chine en a amené moins. Et maintenant, je crois que l'intelligence artificielle va amener beaucoup de productivité. Et donc, tant qu'on est dans un régime libéral et de libre-échange, je pense que les pressions des inflationnistes sont là. D'accord. Ou alors, pour le dire autrement, je vais le dire autrement, dans une économie capitalistique, l'inflation est rare. D'accord. C'est-à-dire que les années d'inflation que nous avons connues à la suite des 30 Glorieuses, c'est un phénomène. Si tu regardes l'économie depuis le début de l'ère industrielle, à 1820-1830, les périodes d'inflation sont rares. Ce sont des exceptions. Il ne faut pas croire que ce soit la généralité. D'accord. Et l'inflation actuelle est due à un déséquilibre offre-demande ou est due au fait qu'il y a trop d'argent sur le marché, dû à la mise en route de l'imprimante à haut débit pendant la crise du Covid? Oui, et les deux. Les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas la même inflation en Europe et aux États-Unis. En Europe, l'élément fondamental de l'inflation, c'est la hausse du prix des intrants. Alors évidemment, les entreprises augmentent leurs salaires pour que les salariés puissent continuer à manger, s'habiller, se loger. C'est normal. Et donc, à ce moment-là, la Banque centrale européenne se dit qu'il y a une boucle inflationniste. À mon avis, c'est une mauvaise analyse. À mon avis, la crise a été mal gérée par la BCE. Ils montent trop les taux. Il fallait... moi, je pense que celui qui voit clair, c'est Villeroy de Galhau. Il dit qu'il faut avoir des taux élevés longtemps, mais pas trop élevés. Parce que si on les met trop élevés, on déclenche une récession. Parce que tu veux la dernière hausse des taux, les 2 dernières hausses des taux, ça ne sert à rien parce que l'Europe est déjà en récession, en perte d'activité. Donc si tu montes les taux, tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ça ne va pas faire baisser le prix du pétrole. Ça n'a aucun sens. En revanche, aux États-Unis, l'inflation est vraiment le fruit de la surchauffe. Parce qu'on a eu simultanément une politique monétaire très accommodante et on a une politique budgétaire ultra accommodante. Alors, tu me diras, en Europe aussi, mais moins tout de même. Donc, il faut voir qu'en Europe, en plus, les déficits budgétaires se réduisent. Alors, ils restent importants, mais quand tu passes de 7% de déficit budgétaire à 4%, c'est un effet de rétraction sur l'économie. Tu vois ce que je veux dire? Bon, tandis qu'aux États-Unis, on ne connaît pas ce phénomène.
Donc, donc je pense que la hausse des taux aux États-Unis était justifiée par une économie vraiment en surchauffe. Tu crois qu'il y aura encore d'autres hausses de taux ou que c'est encore nécessaire, que ce soit d'un côté ou de l'autre côté de l'Atlantique? J'en sais rien, mais ce qu'on peut dire, c'est que, tu sais, souvent on a intérêt à voir les choses de loin. Et donc, si on regarde les choses de loin, on peut se dire la hausse des taux est terminée. Mhm. Enfin, toutes choses étant égales par ailleurs, ça n'a pas demain une résurgence de l'inflation énorme, mais c'est très peu probable. L'inflation, elle baisse depuis plusieurs mois. C'est une tendance baissière. L'inflation est installée sur une tendance baissière, et donc les taux ont fait, les banques centrales ont fait le job, plus ou moins bien, très bien pour la Fed, à mon avis un peu moins bien pour la BCE, mais peu importe, elles ont fait le job, et donc maintenant la hausse des taux appartient au passé. Maintenant, ce qui est devant nous, c'est une période prolongée de taux élevés. Et ensuite, Tu crois pas à un retour à la baisse des taux rapide avec une contagion de la crise immobilière chinoise qui pourrait un peu... tu sais, Denis, d'abord, moi, je te réponds, mais c'est un peu une discussion de comptable parce que je ne suis pas macroéconomiste, hein. Mhm. Notre spécialité, c'est la microéconomie. Mais l'impression que l'on a, c'est l'impression que l'on a finalement en voyant à l'intérieur des entreprises ce qui se passe sur le terrain. Alors, ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de lien, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui exportent en Chine, quoi. La Chine est un gros marché pour quelques sociétés comme LVMH, mais LVMH, c'est quand même 20% du CAC, hein. C'est ou pas... Volkswagen, hein. Mais honnêtement, la Chine peut s'arrêter de consommer, ça va avoir un impact très faible sur l'économie occidentale. D'accord. Ça aura un impact fort sur les matières premières qui vont s'effondrer, ce qui va reflatter l'économie occidentale, ce qui compensera largement la perte de demande. Mhm. Donc aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on avait connu, si tu veux, avec le Japon. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, il y a eu la crise japonaise dans les années 90, et donc exactement ce qu'on connaît en Chine. C'est-à-dire, ils n'ont pas résisté, ils ont surinvesti, il y a une spéculation immobilière énorme. Donc, si tu veux, quand la spéculation immobilière s'est arrêtée, tout s'est effondré et le Japon est rentré dans 10 ans d'activité zéro Mhm. et inflation zéro. Et donc, tout le monde disait à l'époque, oui, ça va peser sur l'économie mondiale. Parce qu'à l'époque, le Japon était aussi important au monde que la Chine aujourd'hui. Eh bien, pas du tout, parce que le Japon, c'était surtout une puissance exportatrice comme la Chine. Donc la baisse d'activité en Chine n'aura, à mon avis, n'aura pas d'impact sur l'économie mondiale. Mhm. Ce qui aurait un impact, c'est s'ils arrêtaient de produire, ce qui s'est passé pendant le Covid, et que ça rompait les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de valeur, l'approvisionnement en composants, etc. Ça, c'est un problème. Mais s'ils arrêtent de consommer, ça va D'accord. toucher quelques sociétés. Ok. Revenons au CAC. Donc, en fait, le CAC, depuis le mois d'avril, il est complètement à plat. Oui. Ce que Ouais, il est j'ai... dans un tunnel. Il n'est pas à plat, il est dans un tunnel, hein. Il est dans un tunnel, où il est entre, allez, on va dire, un 7000, 7500 pour faire quelque chose Exactement. Ouais, d'assez large. exactement. Qu'est-ce qui pourrait le faire sortir par le haut ou par le bas de ce range? Alors, ce que nous pensons chez Hibou, mais je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais c'est que la bourse, c'est un système complexe. Et tu sais qu'on a découvert les systèmes complexes dans les années du début du siècle. Ça a été très développé dans les années d'après-guerre. Ça a été une découverte pas aussi importante, mais presque aussi importante que la physique quantique. Mhm. On s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre que les systèmes complexes n'avaient pas les mêmes euh, modes de fonctionnement que les systèmes simples. Euh, C'est-à-dire que la causalité n'était pas du tout la même. La traçabilité, notamment la causalité, était quasiment impossible. Ce qui n'est pas du tout le cas d'un système simple. Et Système donc, 5, c'est action-réaction, en fait. Et un système complexe, c'est quelque chose qui... Il faut plusieurs actions pour qu'il y ait une seule réaction, c'est ça ou... ça veut dire que dans un système complexe, dans un système simple,
si tu joues au billard, tu envoies ta boule de billard sur une autre boule, et tu sais que si la boule de billard A va cogner à tel endroit sur la boule de billard B, ta boule de billard B, elle va exactement partir dans telle direction. Causalité. Ça, c'est un système simple. Et système complexe, c'est que, en fait, un élément marginal va déclencher un mouvement majeur. Donc, il y a une causalité. C'est la phrase très très connue, l'envol d'un papillon. C'est ce que a été l'effet papillon. Nouvelle-Calédonie va générer un tsunami en Amérique. Ça, c'est les systèmes complexes. Les systèmes complexes, si tu veux, ils sont caractérisés par une multitude d'éléments interconnectés. Le système simple, c'est qu'il y a peu d'éléments. Le jeu de billard, tu as 3 boules, par exemple, billard français. Et puis, en revanche, dans la météorologie, le système de vent, etc., tu as des millions d'éléments, système complexe. Voilà, la bourse, c'est un système complexe. Et le problème, si tu veux, c'est que nous, on a été formés dans notre jeunesse à l'analyse des systèmes simples. C'est l'arithmétique, voilà, la logique, les causalités. Et en physique, on est formé à la physique newtonienne. Donc on n'arrive pas, on n'a pas été formé, on n'a pas été bien formé, parce qu'on n'a pas été formé à la physique quantique, et on n'a pas été formé au système complexe, qui sont deux pans de sciences très importants où le système de causalité est différent. C'est-à-dire qu'en physique quantique, en physique newtonienne, c'est la pomme qui tombe, elle va toujours tomber vers le bas. En physique quantique, quand on voit un quanta d'énergie sur un électron, tu ne sais pas s'il va partir vers le haut ou vers le bas. Ce qui a fait dire à Einstein, qui comprenait pas, qui ne voulait pas accepter ça, il disait « Dieu ne joue pas avec les dés ». Bon, et ben dans les systèmes complexes, c'est la même chose. Et le problème, si tu veux, c'est que tu ouvres ta chaîne de radio et tu entends des gens qui font l'analyse d'un système simple sur la bourse, qui est un système complexe. Ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est pas les mêmes causalités. Et donc, les gens te disent « Ah bah oui, l'inflation va monter, donc la bourse va baisser, le pétrole va baisser, donc la bourse va monter », je dis n'importe quoi, mais ils donnent des explications de système simple à un système complexe. C'est ce qu'on voit un peu depuis 6 mois, hein. On est toujours dans le range, et on a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, et en fait, on arrive à compenser un peu tout, quoi. La manière dont le système fonctionne n'est pas corrélée aux nouvelles, hein, parce que c'est un système complexe. Et donc, les gens ne comprennent pas, mais comment ça se fait que la bourse ne baisse pas, alors qu'on a eu le Covid, alors après le Covid, on a eu la rupture des chaînes d'approvisionnement, et puis ensuite on a eu la guerre en Ukraine, et puis ensuite, maintenant, on a Xi Jinping qui fait n'importe quoi en Chine, et puis on a le conflit en Israël. Pourquoi ça ne baisse pas ? Parce que tu aurais aligné ça en analyse de système complexe, de système simple. Ton équation, c'était le marché perd 40%, il y a un an. C'est passé comme ça. Et donc, comme les gens raisonnent en système simple, ils n'ont pas compris qu'au creux de la baisse du Covid, il fallait acheter. Ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, ça ne baisse pas. Parce qu'ils appliquent un raisonnement en système simple à un système complexe. La démarche est inintelligente. D'accord. Il faut comprendre ce système complexe et l'analyser comme un système complexe. D'accord. Et donc l'analyse des systèmes complexes sont des analyses de probabilité, c'est la courbe de Gauss, c'est tout ce que les gens connaissent très bien maintenant. D'accord. Mais moi je ne sais pas pourquoi ça ne baisse pas. Je remarque avec toi, tu as tout à fait raison, Denis, le marché il est dans un tunnel. Et tant qu'il est dans le tunnel, il faut l'analyser comme étant dans un tunnel. Ouais. Il faut traduire ce qu'on voit quand même. Et dans un tunnel comme ça, il y a encore des opportunités d'achat. Qu'est-ce que vous conseillez, entre guillemets, ou qu'est-ce que vous préconisez, ou quelles sont les actions à surveiller sur le marché Paris-Lou ? Oui, alors je vais te répondre à ça, mais je vais revenir tout de même à l'élément précédent. Oui. Ce qu'on peut avoir en tête, Denis, c'est si on fait une analyse de système complexe,
Et donc à ce moment-là, tu utilises par exemple les droites de régression et des écarts types, bah, tu te rends compte, si tu regardes les grands indices, indices américains ou indices européens, que ces marchés ont été en dessous de leur droite de régression sur les 15 dernières années. Et que par définition, et en plus, tu as une pente de la droite de régression qui, par exemple, sur les indices européens, est faible. Donc, elle doit remonter. Donc, par définition, tu ne peux pas être tout le temps sur la droite de régression, sinon ta droite de régression s'effondre. Donc, ça veut dire que la probabilité que les marchés soient maintenant durablement au-dessus de la droite de régression est forte. Et donc, ça explique que les marchés ne baissent pas, malgré tous les énormes coups de boutoir qu'ils reçoivent. D'accord. Donc Parce que le marché est pas cher actuellement, et c'est pour ça qu'il baisserait pas, en fait. non, je ne dirais pas qu'il n'est pas cher. Je dirais qu'il il a été sous-évalué pendant 15 ans. Avec la crise de 2008, il est tombé dans une trappe de sous-évaluation. Et il en sort à peine. D'accord. Et il est nécessaire que ça se rééquilibre. Très Donc, très intéressant, Guillaume, très très intéressant, parce que c'est vrai que quand on parle entre nous avec d'autres analystes, eux, c'est vraiment... ils n'ont pas une vue aussi globale et aussi longue du marché, quoi. ouais. Mais je prétends pas. Chez Ibu, on n'a aucune prétention de détenir la vérité. Hein. On met de On a, l'expérience quand même, non? ouais, non, on avance des idées, quoi. Voilà, ce qu'on sait, c'est que la bourse, c'est un système complexe. Système complexe, on s'aperçoit que normalement, on devrait rentrer dans une période au-dessus de la droite de régression. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, mais c'est simplement pour stimuler l'intelligence des autres, mais c'est pas tellement notre métier. Mhm. Le métier, comme tu l'as dit, c'est plutôt la micro D'accord. et l'analyse rationnelle des entreprises. Donc actuellement, qu'est-ce que vous préconisez comme action, comme entreprise à suivre, entre guillemets? Ben là, en fait, ce qui se passe depuis. Moi, je trouve que ta démarche est très intelligente, c'est de dire, bah, actuellement, on est dans un tunnel. Tu vois, c'est de regarder le réel. Et ben, depuis qu'on est rentré dans ce tunnel, on a les titres de qualité qui baissent et les titres value qui montent. D'accord. C'est-à-dire que LVMH a perdu 20%, 25%, ou 30%, j'en sais rien, ça m'est égal, mais a baissé depuis qu'on est rentré dans ce tunnel. Et par exemple, BNP est passé de 50 à 60. Mhm. C'est l'indice de 14,5 à 18,5. Donc on a un mouvement de bascule qui est en cours. C'est plutôt un mouvement sectoriel pour toi plutôt qu'un mouvement d'entreprise alors. Pardon? C'est plutôt un mouvement sectoriel plutôt qu'un Oui. mouvement au coup par coup d'entreprise. Bah, c'est-à-dire que le marché est en train de nous dire, parce que moi je trouve ça plus intéressant de regarder ce que le marché nous dit plutôt que de nous dire ce que le marché doit dire. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc je rejoins ta démarche. Je remarque simplement, comme toi, que le marché est dans un tunnel avec les titres très valorisés qui baissent et les titres peu valorisés qui montent. Et donc ça veut dire que il y a un rééquilibrage des PER, quoi. C'est-à-dire que le marché est en train de nous dire ah, mais alors les taux vont pas revenir là où ils étaient avant, et donc il faut que je rééquilibre les PER élevés, et l'activité ne va pas s'effondrer, il ne va pas y avoir d'effondrement d'activité, donc je réévalue les titres value. On est plutôt, le marché est en train de nous dire, on va plutôt être dans une bonne période d'activité. D'accord. C'est paradoxal, hein, parce que tout le monde crie à la récession. Moi aussi, j'ai pensé qu'il y aurait une récession. Mais si je regarde ce que dit le marché, qui est intéressant, hein, et pas ce que je pense moi, je dis le marché, il dit, bah, les taux vont pas revenir à zéro, parce qu'il était ça, on peut tous le dire, et l'activité va rester assez bonne. C'est un peu la discussion que j'avais, la discussion de comptoir entre guillemets que j'avais il y a 2 semaines avec mon comptable. Quand je disais, bon, il y a beaucoup d'avis qui disent que la bourse va tomber, et lui me dit, mais moi, j'ai jamais vu dans mes clients des sociétés qui étaient aussi bien que cette année, quoi. Et l'économie marche, alors que, que bon, au niveau macro, c'est pas ça, mais au niveau micro, ça a l'air plutôt pas mal, quoi.
Oui, parce que en fait, je pense qu'on sous-estime plusieurs phénomènes. Le premier, c'est que bah, les gens avaient besoin de l'argent, les gens et les entreprises. J'ai pas entendu, pardon, les gens avaient... Et les consommateurs et les acteurs économiques ont tout de même de l'argent qu'ils ont hérité du Covid. Parce qu'ils ont moins dépensé, ils en ont reçu. Apparemment, l'économie Covid est en train enfin, les économies Covid est en train de finir, là. Hein. Oui, mais pour l'instant, ça a tout de même bien soutenu l'économie. Oui. Et parallèlement à ça, on a tout de même créé des besoins parce que on n'a pas consommé pendant longtemps, quoi. Mm. Donc on a plus de besoins. Par exemple, le marché automobile, il est durablement porteur parce que bah, pendant 4 ans, on a vendu beaucoup moins de voitures que d'habitude. Donc le parc a beaucoup vieilli. Et à ces deux phénomènes s'ajoute le fait qu'il y a des transitions énormes dans beaucoup de secteurs. Que tout ça, c'est documenté partout, mais je vois bien que, par exemple, bah, passer aux voitures électriques, c'est un Ouais, changement là, le marché majeur. automobile, il est un peu dopé au niveau extérieur par des mesures environnementales, enfin, électriques. Oui, Oui. oui, mais disons qu'il y a l'impression sur l'économie d'une volonté politique générale. Et donc, tout ça génère probablement un peu de croissance. Enfin, ce que le marché nous dit, c'est ça. Le marché nous dit qu'il va y avoir un peu de croissance, pas beaucoup, mais au moins un peu. Et les taux vont rester plus élevés que ce qu'on a connu depuis 10 ans. D'accord. Euh, Tu avais mentionné en début d'interview l'importance de l'intelligence artificielle sur les rendements, sur l'inflation, tout ça. Tu crois vraiment que l'intelligence artificielle donnera sur l'économie, aura des effets sur l'économie et comment? Énorme, énorme. C'est-à-dire que Ben, ça va être les la choses, fin un peu de tous les emplois non nécessaires, entre guillemets. tout ça va bouleverser. Euh, les choses vont toujours beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort que ce que l'on anticipe. Et chez Ebou, nous pensons que, si tu veux, ce qui est fondamental, c'est la digitalisation, la numérisation du monde, de la société et de l'économie. Et que c'est ça qui est l'élément le plus fort dans la... pour ça qu'il n'y aura pas d'inflation. Et que dans ce cadre-là, la première révolution, ça a été le microprocesseur. C'est quand j'étais jeune. Hmm. Donc, moi, j'ai eu les premiers... Le quand j'ai créé... transistor, non, quand même pas, non? Ouais, non, pas les transistors, mais les transistors, ça a été important. Mais le microprocesseur, Hmm. ça a permis d'avoir les premiers ordinateurs portables. J'ai eu les premiers ordinateurs portables Mac quand j'ai créé ma première société. C'était une révolution. Et la deuxième révolution, qui a été encore plus importante pour l'économie et le monde, ça a été Internet. Hein, pour 2000. fin des années 90, début des années 2000. Ça a complètement bouleversé le monde. Complètement, hein, le smartphone, enfin bon. Et la révolution actuelle est encore plus importante, c'est-à-dire que on monte à chaque fois une marche, et c'est une courbe de Pareto, c'est-à-dire les marches sont exponentiellement plus hautes que la précédente. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Va complètement, complètement bouleverser l'économie. Donc, on ne peut pas ne pas le prendre en compte. Il faut absolument le prendre en compte. Quelles pourraient être les conséquences sur l'économie de l'intelligence artificielle? Bah, c'est une énorme hausse de la productivité. Une hausse colossale de la productivité du service. Mhm. Et donc, comme le service aujourd'hui, c'est l'essentiel de l'économie, puisque l'agriculture et l'industrie représentent une partie beaucoup plus faible, eh ben, ça va complètement impacter tous les services. Mhm. Très, On va très... aller plus vite en tout, dans la recherche, dans l'innovation, dans le développement des produits, dans la réponse aux besoins des gens, en médecine, en tout. C'est une révolution énorme, énorme, énorme. Mhm. Très C'est-à-dire que intéressant. c'est aussi important que la mécanisation du monde au XIXe siècle. Ça a le même impact, hein, pas sur la force physique, mais sur la force intellectuelle. C'est simplement gigantesque, quoi.
Et en on pourrait presque principe. dire que le Covid a été un accélérateur de ce passage au monde digital, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on a fait pendant le Covid, Mais pendant c'est le confinement, on est passé au monde digital en 6 mois. S'il n'y avait pas eu le Covid, peut-être qu'on y serait passé sur une dizaine d'années. c'est possible. Ça, je ne me rends pas compte. Tu as peut-être raison, Denis, je ne sais pas. Mhm. J'ai pas réfléchi du tout, ça. D'accord. Mhm. Ok. Ben, très, très intéressant, Guillaume. Euh, on On n'a pas peut, parlé on peut parler d'histoire de- d'une... Tu veux qu'on en parle? Excuse-moi, je t'ai coupé. On n'a pas parlé de choix. Tu m'as dit, est-ce que vous avez des choix de Voilà, c'est société? ça. On parle de peut-être une ou Il faut deux actions concrètement. peut-être que je les garde, ces choix, il faut peut-être que je les garde pour Barcelone. Moi, je ne sais pas. Pourquoi pas, oui, oui. Je sais pas, on pourrait parler par exemple de la chute d'Alstom, des résultats d'LVMH, ou si tu as une action à surveiller plus particulièrement, par exemple. Alors, si tu veux, la stratégie de Hibou, celle qu'on met en œuvre pour nos abonnés, c'est-à-dire que c'est la stratégie de la part de marché, qui a été très bien développée par un garçon qui s'appelle Xavier Fontanet, qui a été le président de Beneteau et le président d'Essilor. Et à chaque fois, ce garçon, il est arrivé pour diriger ces sociétés. Beneteau était une petite société française. Il en a fait un leader mondial. Et Essilor était déjà une grosse société, mais pas du tout un leader mondial. Il en a fait un leader mondial. Mhm. Ça, c'est la stratégie qui a été développée par le Boston Consulting Group aux États-Unis. C'est au cœur de la stratégie américaine. C'est de dire que quand on a des parts de marché plus importantes que les autres, on a un coût de production plus faible. C'est ce qu'on appelle la courbe d'expérience. Et en fait, si vous produisez 1 million de voitures, vous avez un coût de production plus faible que celui qui en produit 100 000. Il faut avoir une masse critique, il faut arriver à la masse critique en fait. C'est plus que la masse critique, Denis, c'est que plus tu crées de la distance par rapport à ton compétiteur, en termes de part de marché, plus tes coûts sont faibles. Mhm. Xavier Fontanet raconte que on s'était rendu compte de ça aux États-Unis parce qu'il y avait eu un fameux procès. Il y avait des acteurs de la construction d'usines électriques qui avaient attaqué General Electric en lui disant qu'elle cassait les prix en vendant en dessous du prix de revient ces usines électriques ou ces, je sais pas ce que c'était. Et donc, elle n'avait pas le droit de le faire. Hein. Elle n'a pas le droit de vendre à prix cassé, Un quoi, pour faire dumping, ton. ouais. Mhm. Et en fait, au cours de ce procès, on a découvert qu'en fait, les coûts de General Electric étaient pas, elle faisait pas à prix cassé, elle avait 25% de marge, là où tous les autres perdaient de l'argent, ben parce qu'elle était 2 fois, 3 fois plus grosse que les autres. Donc, elle avait des coûts beaucoup plus bas. Et donc, quel que soit le secteur, si on a des parts de marché supérieures, on a des coûts inférieurs. Si on a des coûts inférieurs, c'est le leader qui fixe le prix du marché et qui fixe combien gagnent les autres. Et lui, il est gagnant. Et quand il y a une crise, les autres tombent et il les ramasse. Toutes les crises le renforcent. D'accord. Voilà. Et Xavier Fontanet a très bien développé ça dans une série de 40 cours sur BFM Stratégie. C'est remarquable, je conseille tout le monde d'aller les voir. D'accord. Donc, notre cœur d'analyse, c'est de chercher les sociétés leaders, les sociétés qui ont des parts de marché supérieures aux autres. Alors, ça marche presque toujours, pas toujours, mais disons que ça a été au cœur de la stratégie française. Il faut bien comprendre que ce qui s'est passé en France depuis 1980 est exceptionnel, parce que moi, quand j'ai commencé à travailler au début des années 80, en tant qu'analyste financier, il n'y avait quasiment pas de grandes valeurs françaises, quoi. Pas de leader France, il n'y avait pas de leader français. Et puis cette stratégie a été mise en place par les gens du Boston Consulting Group, puis ça a été très très bien géré en France. Et donc toutes les entreprises françaises qui avaient un peu de talent se sont dit je veux devenir leader mondial. Mhm. Et maintenant il n'y a plus un secteur où il n'y ait pas une société française qui ne soit pas dans les 3 premiers. Il y a quelques secteurs mais c'est rarissime. C'est exceptionnel, on a en France le plus beau réseau de multinationales. Mhm. Et donc, ça donne
des Eurofins, des LVMH, des Michelin, Stellantis. Voilà. Stellantis, c'est pas numéro un. Enfin, il va probablement chercher à le devenir, mais il n'est pas numéro un. C'est numéro un, c'est VAG. Volkswagen. Bon, disons que c'est la base de la stratégie. Dans ce cadre-là, il faut analyser dans ce cadre-là LVMH et Alstom. Il faut savoir que LVMH a atteint de très très loin le leadership mondial dans le domaine du luxe et il n'est pas prêt de le perdre parce qu'ils sont beaucoup plus importants que le numéro 2 Kering. Donc ils ont un avantage concurrentiel majeur. Donc ensuite, ça c'est le trend fondamental. Donc on sait qu'ils vont gagner la course. Maintenant... le timing maintenant. Conjoncturellement, il y a des variations de vent, quoi. Alors, quand le vent est très fort, il fallait vendre à LVMH. Voilà, le vent ralentit, on pourra le racheter. Je ne sais pas à quel cours, mais on pourra le racheter. Alstom a donc appliqué cette stratégie. Je veux devenir numéro 1 mondial et est devenu numéro 1 mondial en mangeant un concurrent qui est Bombardier. Alors, je dis numéro 1 mondial, en fait, il y a un acteur chinois qui est plus important. C'est une société publique, donc on ne sait pas très bien comment c'est géré à l'intérieur. Et elle travaille à 95% sur le marché chinois, donc c'est pas, pour l'instant, ce n'est pas un concurrent. Donc, Alstom a mangé Bombardier et donc a acquis une position de leadership mondial. Donc, normalement, cette stratégie débouche toujours sur des coûts inférieurs qui permettent toujours de remporter les marchés et de gagner plus d'argent que les autres, et donc au bout de la route de gagner. Donc voilà où on est Alstom. Le problème, c'est qu'on fait une acquisition majeure, eh bien à ce moment-là, il faut tout de même, il y a un risque d'exécution. Il faut tout de même gérer cette acquisition. Et donc, il faut qu'il gère bien l'acquisition de Bombardier. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il ne faut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, voilà, ils viennent d'acquérir Bombardier, du jour au lendemain, ils sont rentables. Non. Il y a forcément un peu d'errement au début. Il faut ajuster les équipes, il faut ajuster les carnets de commandes, il faut mettre d'équerre les contrats. Tout ça, c'est évident. Mais au bout de la route, s'ils réussissent, ils ont gagné. Ils ont gagné parce que personne ne pourra les suivre, ni en termes de coûts, ni en termes de résilience, parce qu'ils sont sur beaucoup de marchés géographiques et marchés différents de produits, parce qu'ils vont vendre des trams, ils vont vendre des métros, ils vont vendre des TGV, ils vont vendre tout. Donc, il y a des investisseurs qui se disent, nous, on peut gérer le court terme. Non, on ne peut pas gérer, on ne peut pas savoir. Forcément, c'est trop compliqué, c'est une acquisition transformante. Donc la seule question à se poser, c'est est-ce qu'ils vont réussir à réaliser cette acquisition? Et alors, à ce stade-là, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il y a un doute vis-à-vis d'Alstom, puisque Alstom, en ayant fait cette analyse dans les turbines à gaz, avait acquis un très grand concurrent suédois, producteur de turbines à gaz, et avait hérité de contrats qui avaient été mal organisés et qui généraient des pertes importantes, et donc a failli mettre Alstom au bord de la faillite. Je ne sais pas si tu te souviens. Non. Et Alstom ensuite a vendu ces turbines à gaz, qui était la bonne chose à faire parce que le leader mondial des turbines à gaz est de très 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 loin, c'est General Electric. On revient au procès dont parlait Fontanet. Donc il n'y avait aucune chance que... Tu n'as pas intérêt à rester sur un marché si tu es numéro 3. Tu n'as pas intérêt. Parce que tu vas forcément te faire laminer. Donc ils ont très bien fait, contrairement à ce qu'ont dit tous les gens, les politiques qui ratent, tout ça c'est inintelligent. Ils ont très très bien fait de vendre la turbine. La seule chose, c'est qu'ils auraient pas, dans l'eau des turbines, ils n'auraient pas dû vendre les turbines nucléaires, où c'était une question stratégique, mais bon, l'État français a réussi à les racheter, donc oublions. Ils ont très bien fait de vendre les turbines. Et ils donc se sont retrouvés avec simplement les trains,
Et ils ont très bien fait de faire l'acquisition de Bombardier. C'est le bon mouvement stratégique. Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir la rigueur, etc., pour bien mener cette exécution? Et Donc est-ce maintenant, qu'ils ont on va plus bien regarder la pensé gestion que les résultats, alors. Pardon? On va plus regarder la gestion que les résultats, en fait. Exactement, tu as tout à fait raison. Mais disons qu'alors là, quand tu dis au marché, je vais avoir un free cash flow positif, et que tu sors un free cash flow négatif d'1 milliard d'euros, c'est quand même très embêtant parce que ça veut dire, on peut tous se tromper à 100 millions d'euros près. Et quand tu te trompes à 1 milliard d'euros près, ça veut dire qu'il y a un problème de gestion. Et donc, ça veut dire que le marché est en droit de se poser la question, bon, Alstom a la bonne stratégie, s'il l'a réussi, il a gagné. Il a gagné durablement parce que le marché du transport collectif est un marché porteur, parce que dans le monde émergent, il y a une urbanisation de dingue. Enfin, je sais pas, nous on a notre bureau d'analyse financière au Caire. Chaque fois que je vais au Caire, c'est une mégalopole de dingue avec des encombrements partout. Donc il n'y a pas d'alternative à avoir des trams, des métros et des trains. Et en Occident, où on veut lutter contre le réchauffement climatique, il n'y a rien de mieux que le train pour réduire la consommation de CO2. Donc ils sont sur un marché de fous pour les 20 prochaines années et ils ont acquis la première place mondiale, donc ils ont gagné. Seule condition, c'est qu'il faut qu'ils exécutent bien. Et là, ils viennent de nous donner un très très mauvais signal puisqu'ils se sont trompés d'1 milliard d'euros. Ce qui est juste pas audible. Normalement, quand tu vois ça, tu renvoies les dirigeants. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas un problème de dirigeants et de changer de gouvernement, en fait, entre guillemets? Il y a un problème, il y a un vrai problème. Je sais pas ce que... Moi, j'ai pas étudié le conseil d'administration, mais je sais pas s'il y a un directeur général ou un PDG. Il faudrait que je le regarde. Mais s'il y a un président de conseil d'administration, il faut qu'il change sa direction. Il faut qu'il y ait une sanction à ce genre de... Ah, bah, enfin, sauf s'il y a une explication sereine et 1 milliard de défauts, ça veut dire qu'il y a un problème d'exécution. Mais s'ils résolvent ce problème d'exécution, ils ont gagné. Mais ce milliard, ça ne remet pas en cause la santé, la pérennité de l'entreprise ou de la fusion avec Bombardier, non? Non, la fusion avec Bombardier est l'acquisition, fusion-acquisition, bon, on sait jamais. Ouais, c'est la bonne stratégie. Bon, normalement, dans le dernier communiqué, ils ont dit on va gagner plus d'argent que ce qu'on avait dit. Donc c'est bien. Ils ont simplement dit on a un problème parce qu'on a tellement de croissance qu'on est obligé de constituer des stocks. Et on constitue ces stocks parce que, comme il y a eu des problèmes de chaîne d'approvisionnement et que nous, on va être dans les délais parce qu'on a des contrats qui nous imposent d'être dans les délais, eh ben, on va avoir les stocks pour être sûr de ne pas avoir de rupture dans notre chaîne de fabrication. Et puis le stock en moment d'inflation, c'est bien d'avoir aussi ça, en moment de forte inflation. Oui, mais encore une fois, je ne suis pas sûr que l'inflation soit durable. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est bien parce que les prix des biens peuvent rebaisser. Le prix de toutes les matières premières est en train de s'effondrer. Hein. Donc, l'inflation, le prix des intrants, elle n'est pas forcément durable. Donc, en tous les cas, tout ça est logique. Ce qui n'est pas logique, c'est de ne pas l'avoir prévu. C'est ça le problème. Si Alstom réussit en termes d'exécution l'intégration de Bombardier, eh bien, Alstom, ça vaut 35 à 40 euros. D'accord. Enfin, ça vaudra dans 2, 3 ans, 4 ans, 35 à 40 euros. Le problème, c'est que là, il y a un doute. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'exécution? Voilà, c'est ça ce doute. Alors, c'est difficile de savoir le fond des choses. Mais c'est ça qu'il faudrait savoir. Mais normalement, la stratégie est bonne et le chemin est bon. D'accord. Ok. Très très intéressant ce petit échange, toujours très enrichissant, vraiment un puits de science, Monsieur Rouvier. Ouais. Ce sera vraiment un grand honneur et un grand privilège de vous recevoir à Barcelone. On va essayer de prendre un sujet très intéressant et qui tienne en 40 minutes. C'est ce qui va être le plus compliqué, quoi. Voilà. Merci d'être venu. Merci à toute l'équipe d'Ibou. Merci Denis. Et donc tout est dessous la vidéo, hein, l'accès à Ibou, l'accès au séminaire, et puis on se revoit de vive voix et en chair et en os le 17 novembre alors. Ouais, ça va être formidable. Voilà.
Ça va être formidable parce que d'abord, on va beaucoup apprendre, beaucoup échanger. Puis les rencontres, c'est toujours extrêmement stimulant et enrichissant. Et puis en plus, on va être dans une ville exceptionnelle parce que à Barcelone, il y a trois choses uniques au monde et exceptionnelles sur le plan artistique. Et donc rien que ça vaut le voyage. D'accord. Donc, ça va être... La Sagrada Familia, Gaudi et la troisième, non? Bah oui, enfin, la Sagrada Familia. Et puis, il y a le musée d'art roman, qui est le plus beau musée d'art roman, d'art du Moyen-Âge roman au monde, à mon avis. Et puis, il y a la Fondation Miro, très exceptionnelle. Donc, ça fait trois choses hors normes, absolument hors normes. Bah, faut arrêter quelques jours de plus alors, Guillaume. Oui, mais faut rester 24 heures de plus, ouais. D'accord. Bon. Merci pour tout. Merci à Ibou, merci à Guillaume. Et bah, on se revoit le 17 novembre à Barcelone. Merci, au revoir. Salut.